Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 19 avril 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf, la FASAP, lance un appel aux suivants. Plus d'une quarantaine d'enfants de 4 ans en milieu de garde familiale dans Portneuf seront évalués gratuitement par une ergothérapeute et une orthophoniste. Nous parlerons pénurie de main-d'œuvre, travailleurs étrangers et emploi dans Portneuf avec Alain Blanchette d'Accès Travail Portneuf. Le président d'honneur du Salon Nature Portneuf, Stéphane Monette, et son collègue André Gervais seront avec nous en studio. Pour nous inviter au 15e Festival de films pour l'environnement, nous recevrons le vice-président de Rendez-vous culturel Saint-Casimir, Jean Cloutier. Et Odile nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf, Jacques Cartier. Bonne émission. Le vendredi 13 avril dernier, au Moulin Marcoux de Pont-Rouge, se tenait la 24e édition du gala de remise des bourses aux athlètes portneuvois par les membres de la Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf, la FASAP. Cette remise de bourse pourrait avoir été la dernière pour l'organisme qui se donne jusqu'au 30 juin pour dissoudre ou non son incorporation. Juste avant la remise des bourses, le président Mario Larue a surpris tout le monde en annonçant que lui et son conseil d'administration allaient se retirer et cesser toutes les activités immédiatement après la soirée, et il a lancé un appel public pour prendre cette relève bénévole. Le conseil d'administration actuel de la FASAP est composé, outre de Mario Larue, de Josiane Cloutier, Paul Gasse, Charline Sandra Bédard, Jacques Alain, Josiane Charon, Carole Lemay et Nicolas Bérubé. Écoutons Mario Larue. J'ai une annonce à vous faire qui est pas tout à fait agréable, mais je me dois de la faire. D'accord? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Bon. Immédiatement après la tenue de notre soirée de remise de bourse, le conseil d'administration actuel de la FASAP cessera ses activités. Nous ne remettons nullement en cause la mission de notre organisme. Le nombre croissant des demandes de bourse provenant des jeunes athlètes de notre région nous prouve à quel point la FASAP est importante pour ces jeunes. Nous souhaitons plutôt réorganiser notre conseil d'administration et trouver de nouveaux bénévoles qui pourront contribuer à mener à bien les différentes activités que réalise la FASAP afin d'en assurer la pérennité. Après 6 ans à titre de président, j'ai pris la décision de quitter cette fonction ainsi que le CA de la FASAP. Pour ma part, j'aurais permis à la Fondation de prolonger sa mission en acceptant la présidence et en formant un tout nouveau conseil d'administration qui aura remis au cours des 6 dernières années un peu plus de 150 000 $ de bourse. Mes engagements multiples au niveau régional et provincial, ainsi que bien sûr mon incident cardiaque que j'ai fait le 22 août, m'amènent à faire ces choix. Puisque la majorité des membres du CA quitteront également cette fondation, nous lançons bien sûr aux médias et à la population, à toute personne désireuse de s'impliquer au sein de cette fondation afin de former un tout nouveau comité. Si toutefois, d'ici ce 30 juin 2018, personne ne démontre d'intérêt, nous engagerons les démarches et nous procéderons à la dissolution de cette fondation.
Évidemment, pour Mario Larue, ses implications au sein de différents conseils d'administration, particulièrement sur le comité exécutif du 150e de la municipalité l'an dernier et dernièrement l'organisation d'un congrès provincial, ont pesé lourd dans sa décision. Mais son incident cardiaque du 22 août dernier, comme il le soulignait, aurait été très significatif dans son cas. Il faut rappeler que Mario Larue est un kinésiologue, propriétaire du Centre Formaction de Pont-Rouge. Il guide depuis bien des années des hommes et des femmes qui vivent avec des problèmes cardiaques. Oui, je suis kinésiologue et ma job, c'est d'encadrer des gens cardiaques. Ça fait 19 ans que j'encadre des cardiaques. Et on dit souvent, c'était pas une question de condition physique, bien sûr, c'était pas une question d'habitude de vie. Je vais vous passer comme message. Si j'avais pas eu cette condition physique-là, si j'avais pas eu ces habitudes de vie-là, je serais pas devant vous pour vous parler ce soir. Donc... Soulignons que Mario Larue a été cofondateur du Spin-Don, qui aura duré 7 ans au profit de la Société canadienne du cancer, qui en a fait une activité de financement provincial avec le grand Spin-Don. Le député de Portneuf, Michel Matte, a aussi été surpris de cette annonce et a invité les membres du conseil d'administration présents sur la scène pour les remercier de tout le travail accompli et souhaite que la relève se manifeste rapidement au bénéfice des athlètes portneuvois. Le directeur général de la Caisse Desjardins du centre de Portneuf, François Mercier, a aussi ajouté sa voix aux autres et a espéré que des mains se lèvent pour poursuivre la mission de la FASAP. Pour sa part, invité à remettre les bourses aux athlètes de niveau national et international, le préfet de la MRC de Portneuf et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, s'est engagé au nom de la MRC à soutenir cette mission auprès des athlètes. Mais vous savez que dans les tristes nouvelles, il y a toujours des opportunités. Alors, je vais profiter de l'occasion pour inviter toutes les personnes qui sont intéressées à participer à une grande organisation qui est la Fondation du sport amateur de Portneuf, à identifier leur volonté et surtout leur générosité en temps. On va vous accueillir à la MRC, on va vous organiser si vous voulez, il n'y a aucun problème. On va s'assurer que la façade continue. 34 athlètes de la région de Portneuf ont reçu durant la soirée des bourses totalisant près de 22 000 $. Les 9 athlètes de niveau développement et relève ont reçu un chèque de 250 $ et se sont démarqués dans les sports de la natation, du biathlon, ski alpin, patinage de vitesse, patinage artistique et la gymnastique. Les 16 athlètes de niveau provincial ont reçu un montant de 500 $ et évoluent dans les disciplines de la natation, patinage de vitesse, athlétisme, volleyball, hockey, tir à l'arc, canot-kayak, ski de fond, trampoline et du tennis. Et les 9 athlètes de niveau national et international ont reçu 1 300 $ en bourse et excellent dans les disciplines du tir à l'arc, le cyclisme, canot-kayak, natation, ski de fond, snowboard et le patinage de vitesse. Le député fédéral de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, a annoncé le jeudi 12 avril dernier à l'usine Structure Ultratech dans le parc industriel de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier un projet pilote d'une coopérative de 50 travailleurs étrangers non spécialisés pour contrer en partie la pénurie de main-d'œuvre. Nous vous avons fait entendre une entrevue que le député nous a accordée la semaine dernière. 5 entreprises souscrivent et investissent chacune 40 000 $, 4 000 $ par travailleur pour faire venir une dizaine de travailleurs étrangers et créer la coopérative. Ces entreprises sont Préverco à Saint-Augustin, Sélection du pâtissier et Freneco à Ville-de-Portneuf, Structure Ultratech de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et Polycor de Rivière-à-Pierre. Les démarches sont en cours, mais ce projet se réalisera aux conditions que les gouvernements du Québec et du Canada permettent plus de flexibilité administrative aux règles d'immigration des travailleurs non spécialisés. Le député de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, nous dresse la liste des demandes. Permettre aux familles des travailleurs étrangers de pouvoir s'installer avec eux. Deuxièmement, la permission d'éliminer la contrainte de 10 % de main-d'œuvre étrangère. On fait sauter ce 10 % là pour permettre une meilleure circulation du personnel. Également, l'émission d'un permis de travail valide pour 2 ans plutôt qu'1 an.
Et évidemment, soyez assurés qu'à titre de député de Portneuf-Jacques-Cartier, je vais m'assurer de voir s'il n'y a pas des programmes financiers pour nous aider comme coopérative. On souhaite l'arrivée des premiers travailleurs étrangers à l'automne prochain et plusieurs organisations ont accepté de mettre la main à la pâte, dont la Coopérative de développement régional du Québec, la CDRQ et l'organisme Accès Travail Portneuf, dont le siège social est à Saint-Basile. Et nous accueillons en studio justement le coordonnateur Alain Blanchette. Bonsoir Alain. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Alain, Accès Travail Portneuf, c'est quoi le rôle exactement dans ce projet justement d'une coopérative? Bien, disons qu'Accès Travail Portneuf, depuis 2007, a été comme mandaté par le Comité portneuvois sur l'immigration qui avait été mis sur pied à l'époque, comme l'organisme de soutien pour toute la structure d'accueil, d'installation et d'intégration des personnes immigrantes dans Portneuf. Donc, à ce titre, le député Joël Godin nous a demandé si nous étions disposés à contribuer, à participer à ce projet-là, entre autres pour toute la question de l'accueil et d'installation des personnes qui seraient recrutées via la coopérative, mais aussi pour à l'intérieur du fonctionnement de la coopérative, pour faire en sorte que... faire en sorte que le projet fonctionne bien, mais comme Joël a mentionné, il y a quand même une condition principale qui est l'assouplissement des règles au niveau de l'immigration du côté du gouvernement fédéral et provincial. Par contre, c'est ça, ça n'empêche pas d'amener d'autres initiatives d'ici là, parce que c'est un projet parmi tant d'autres. Oui. Ce que je peux dire, c'est que depuis quelques années, les entreprises il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent des personnes immigrantes, souvent dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, parce que pour faire une histoire courte, il y a comme 3 types d'immigrants qui peuvent s'établir au Québec. Soit ceux qui ont obtenu une résidence permanente, un statut de résident permanent, mais ça, c'est très complexe et très long. C'est long. Et c'est ça, ils sont encore à traiter les dossiers de 2016. Sinon, il y a l'embauche de travailleurs temporaires. Dans ce cas-ci, étant donné que c'est des travailleurs non spécialisés, l'assouplissement qui est demandé, c'est que le contrat, qui est normalement limité à 1 an... pourra se faire pour 2 ans. Pour 2 ans. Comme il se fait pour les spécialisés, oui, c'est ça. Spécialisés. Pour les travailleurs spécialisés, c'est 2 ans. Et ça permet donc, après 1 an, ces travailleurs-là, s'ils le souhaitent, peuvent faire une demande de résidence permanente. Oui. Donc, ça éviterait d'avoir à dire aux travailleurs qui auraient travaillé pendant 1 an, retournez dans votre pays et faites votre demande de résidence permanente et bonne chance. Ouais. Donc, ce serait ça l'avantage. Mais sinon, on est justement, vendredi, c'est le salon Contact Emploi Portneuf. Oui. Et on a organisé en collaboration avec le Centre multiethnique de Québec qui s'occupe des réfugiés qui se retrouvent à la ville de Québec. On a organisé une navette, donc 25 réfugiés qui ont soit complété leur formation en francisation ou qui sont sur le point de terminer, qui sont suffisamment fonctionnels, qui vont venir non seulement visiter le salon, mais visiter également les 2 entreprises qui font partie de ce projet-là, c'est-à-dire Frénéco et Sélection du pâtissier. OK, à Ville de Portneuf. Oui, c'est ça. Donc, l'autobus va partir de Québec, va les amener à la Ville de Portneuf. Ils vont visiter les 2 entreprises. Par la suite, ils vont aller dîner au salon. Ils vont rencontrer d'autres entreprises au sein du salon. Et l'objectif, c'est s'il y a suffisamment de personnes réfugiées intéressées à travailler dans Portneuf, bien, il y aura une navette qui sera organisée à ce moment-là sur une base quotidienne pour ces travailleurs-là. Ce qui ferait puis ça pourrait peut-être faire boule de neige parce que je crois qu'il y a autour de 200 réfugiés là, présentement à Québec là, qui sont à compléter leur francisation ou qui l'ont déjà fait. Qui seraient presque prêts à entrer dans le marché du travail. C'est ça. Il y en a qui c'est non spécialisé. Bien, il y en a qui sont spécialisés à l'intérieur du groupe, mais la majorité, c'est non spécialisé. OK. Mais il y en a un, entre autres, que sa conjointe va terminer bientôt sa formation infirmière auxiliaire. Lui est technicien en informatique, donc quand même, ça devient intéressant à ce moment-là pour les entreprises. Donc, on essaye le plus possible d'aider les entreprises à combler ces besoins-là par différents moyens. Mais c'est ça, du côté de la clientèle immigrante, si les règles pouvaient être assouplies, ce serait plus facile parce que même pour les travailleurs spécialisés, le délai est quand même assez long. C'est de 4 à 6 mois en démarche administrative avant de pouvoir faire venir un travailleur. Ouais. Alors quand on parle de l'immigration, c'est surtout des Français, j'imagine? Dans le cas des travailleurs temporaires, il y a à peu près toutes les nationalités. Oui, il y a des gens de l'Amérique du Sud qui vont arriver bientôt pour une entreprise du côté de Saint-Casimir. Mais c'est sûr qu'à travers ça aussi, pour la clientèle réfugiée, il n'y a pas de Français, bien entendu. Mais pour les travailleurs temporaires, oui, il y en a plusieurs qui
qui recrutent du côté de la France. Il y a des programmes où ça va plus vite, comme exemple Jeune Pro, qui vise les moins de 35 ans. Là, la démarche peut prendre moins d'un mois. Mais c'est ça dépend de l'âge de l'individu, quel pays de provenance, etc. Puis en même temps, ils auront des quotas aussi annuels pour le programme Jeune Pro. Ce qui fait que chaque cas est unique. On essaie de voir les possibilités qui s'offrent aux entreprises. C'est ça. Parce que c'est pas évident non plus, parce qu'une personne ne vient pas seule nécessairement, elle vient avec sa famille, les enfants, puis l'accueil... Dans le cas, justement, de l'exemple que je donnais du côté de Saint-Casimir, qui devrait arriver au mois de mai, on parle de 5 familles. En tout, on parle de 28 personnes. Donc, il y en a qui vont se retrouver à l'école. Il faut préparer l'intégration au milieu scolaire, l'installation aussi, ces gens-là. Donc, c'est un processus assez complexe. Et ça, c'est votre travail à Accès Travail Port-Neuf? Notre rôle, c'est justement de s'occuper de l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. C'est sûr que du côté du ministère de l'Immigration, ils ne donnent pas de financement pour les travailleurs temporaires. Sauf qu'en collaboration avec la MRC, on a quand même la possibilité d'offrir ce service-là. La troisième façon aussi de recruter, bien là, c'est plus le rôle d'Accès Études Québec, c'est-à-dire que... c'est ça, c'est une entreprise privée, ça, en fait. C'est un organisme à but non lucratif, c'est vrai. Situé à Saint-Basile. Créé l'an dernier, en fait, le 2 ans? Créé en 2016. Donc, on a créé l'entreprise en 2016. On a gagné le concours aux entreprendre de catégorie... provinciale. Oui, au niveau de la finale locale, la finale régionale, la finale nationale. Fait que ça a été... belle initiative. Oui, puis une belle reconnaissance. Mais c'est ça, ce qui est souvent le cas du côté d'Accès Études Québec, c'est qu'on recrute des étudiants qui arrivent en couple ou en famille, parce que la majorité sont dans la trentaine. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est un des deux conjoints est aux études et peut quand même travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant ses études. Et le conjoint qui l'accompagne, lui, bénéficie d'un permis de travail ouvert. Donc, pour les entreprises, ça fait de la main-d'œuvre qui est disponible en même temps de ce côté-là. Puis, l'importance aussi d'Accès Études Québec, c'est que pour les centres de formation professionnelle qui ont de la difficulté à démarrer leur formation, leur DEP, ça devient drôlement intéressant. Dans Port-Neuf, ça n'avait pas été des étudiants qu'on a recrutés internationaux. Le DEP en soudage, le DEP en usinage ne démarra pas. Donc, ça devient un enjeu majeur pour les régions. C'est ça, dans la pénurie, en tout cas, ça aide à la pénurie d'emploi. C'est juste que si les gouvernements peuvent assouplir les règles, ça aiderait. C'est ça. Parce qu'exemple, un centre de formation qui ne réussit pas à démarrer son programme pendant 2-3 ans, il risque de perdre son option. Ça veut dire que les étudiants québécois qui voulaient suivre cette formation-là dans ce centre-là doivent aller dans un autre centre. Et ça veut dire pour les employeurs qui n'auront pas diplômé dans 2 ans. Donc, c'est un dossier majeur qui touche beaucoup de régions au Québec. On commence à en entendre de plus en plus parler. Fait que c'est un autre enjeu. Donc, le vieillissement de la population amène beaucoup. La robotisation, on parlait de patate Dolbec, justement, la semaine dernière. C'est une autre solution, c'est la robotisation. La robotisation permet à tout le moins, les travailleurs étrangers, c'est une autre c'est ça, c'est qu'il y a des entreprises où la solution peut être l'automatisation. Dans d'autres entreprises, c'est plus compliqué, surtout quand il y a des relations avec la clientèle, etc. Donc, il y a plusieurs solutions sur la table. On doit travailler aussi à la rétention de notre personnel, essayer de retenir les travailleurs âgés ou en recruter. Donc, il y a plusieurs options, mais c'est de plus en plus limité parce que le taux de chômage est tellement bas, la main-d'œuvre est rare. C'est sûr. Et peut-être en terminant un petit mot, Salon Contact Emploi, c'est ce vendredi, de 10h à 20h, c'est au gymnase de l'école secondaire. Au gymnase de l'école secondaire de Nakona. Donc, un record cette année, 52 entreprises, 675 emplois comblés. Ça illustre d'ailleurs les besoins en main-d'œuvre. Et il y a une partie virtuelle, autant pour les employeurs que les chercheurs d'emploi? Oui, la semaine suivante. Donc, ceux qui n'auront pas pu se rendre au salon le vendredi, toute la semaine suivant le salon, ils vont pouvoir, sur une base virtuelle, via le site contactemploiportneuf.com, faire une démarche comme s'ils visitaient le salon, mais de façon virtuelle et contacter les entreprises à ce moment-là. Parfait. Alain Blanchette d'Accès Travail Port-Neuf et Accès Études Québec, merci beaucoup de ces précisions. Merci, Michel. Plus d'une quarantaine d'enfants âgés de 4 ans qui fréquentent un ou l'autre des 88 services de garde en milieu familial dans Port-Neuf pourront être évalués gratuitement par 2 professionnels de l'ergothérapie et de l'orthophonie
dès l'automne prochain grâce à un projet qui a été accepté par le ministère québécois de la Famille. Une aide financière de 25 000 $ a été accordée au Centre de la petite enfance, le CPE Le Kangourou, qui soutient les responsables des 88 services de garde en milieu familial dans Portneuf via son bureau de coordination. 123 projets ont été acceptés au Québec, dont celui de Portneuf, dans le cadre de la stratégie du gouvernement 0-8 ans, intitulée « Tout pour nos enfants », dotée d'une enveloppe supplémentaire de 2,7 millions de $. Les évaluations professionnelles visent particulièrement les retards en motricité, c'est-à-dire l'exécution de gestes précis et coordonnés, et le langage, la capacité d'exprimer sa pensée et de communiquer. On estime un peu plus de 100 le nombre d'enfants âgés de 4 ans qui fréquentent actuellement un service de garde en milieu familial dans Portneuf et une évaluation sommaire estime à une quarantaine d'enfants qui pourraient subir un certain retard. L'évaluation professionnelle sera faite directement au service de garde que fréquente l'enfant. Il faut dire que les parents d'enfants de 4 ans qui éprouvent certains retards au niveau moteur ou langagier sont laissés pour compte dans le processus d'évaluation et de soutien du secteur public, et les coûts du secteur privé pour des professionnels sont quand même importants. Le réseau de la santé dans la capitale nationale, le CIUS, n'offre un soutien qu'aux enfants de 0 à 3 ans et 10 mois. On retrouve donc un vide de service pour les enfants de 4 et 5 ans et qui cause bien sûr des maux de tête aux parents et aux éducateurs. Écoutons Nathalie Larochelle, directrice du CPE Le Kangourou. Puis c'est sûr que notre cible actuelle, c'est les enfants de 4 ans parce que, comme M. Matt a dit, comme Geneviève a dit, c'est des enfants qui tombent dans un trou de service. Et c'est souvent l'année où les parents réalisent qu'effectivement, il y a un petit retard. Puis avant, c'était pas grave, mais là, on va à l'école bientôt, fait que ça va être plus grave parce que quand on voit les dates sortir pour les inscriptions et tout ça, souvent, c'est là que les parents se réveillent. Puis si le parent se réveille à ce moment-là, il est déjà trop tard. Il va être référé au CHUL, ça va être 1 an, 1 an et demi, 2 ans d'attente. Il va être rendu à l'école, puis on sait que les ressources pour la commission scolaire, la préoccupation actuelle depuis des années demeure que le constat est que quand les enfants arrivent à la maternelle, on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont un retard au niveau moteur et un retard au niveau du langage, malgré qu'on les stimule de plus en plus. Le coût total du projet est de 44 611 $ et le CPE investit 15 000 pour les 2 autres volets qui touchent la formation. Une journée de formation donnée par l'ergothérapeute et l'orthophoniste impliqués dans le projet est prévue au mois de juin prochain pour les responsables des services de garde et le personnel du bureau coordonnateur. Cette formation permettra entre autres d'outiller les participants sur les signes ou les indices qui permettent de croire que l'enfant subit un certain retard moteur ou langagier et ainsi enclencher un processus d'évaluation et de soutien professionnel adéquat avant la rentrée scolaire, la maternelle, en fait, l'année suivante. La communication entre les responsables de garde et les parents sera aussi abordée lors de cette journée. Le CPE entend aussi profiter de ce rendez-vous pour reconnaître et valoriser des responsables de garde qui se dévouent aux enfants depuis, pour certains, plusieurs décennies. Des rapports d'évaluation seront remis aux responsables de garde, aux parents et aux enseignants de la maternelle afin de définir un plan d'action adéquat pour stimuler l'enfant et l'aider dans son cheminement scolaire. Aussi, les parents et responsables des services de garde sont invités à parfaire leurs connaissances aux 3 conférences gratuites du programme Triple P, pratique parentale positive, prévues ce printemps et qui permettent aux parents d'adapter des pratiques parentales simples et efficaces. La Commission scolaire de Portneuf souhaite également obtenir le financement nécessaire du ministère de l'Éducation pour qu'un processus de dépistage soit mis en place auprès de tous les enfants de 4 et 5 ans du comté de Portneuf avant leur entrée scolaire. D'autre part, les dirigeantes du CPE Le Kangourou qualifient de grand succès le projet qui avait pour but l'an dernier de faire bouger les enfants dans les services de garde en milieu familial en collaboration avec l'organisme Portneuf en forme qui n'est plus en opération. Écoutons la directrice adjointe Geneviève Ouellette. On est arrivé à la fin mars 2018, puis on peut dire que c'est mission accomplie avec vraiment un franc succès. On avait développé à ce moment-là des activités avec notre partenaire qui était Portneuf en forme, des activités motrices dans le milieu. La hauteur du financement était sensiblement la même que celle-ci, donc tout près de 25 000 $.
Et ce sont 66 % de nos responsables de garde en milieu familial, donc les 2/3 des responsables reconnus actuellement par notre BC, qui ont reçu 10 animations chacune dans les milieux de garde pour faire bouger davantage les enfants. Ce qu'on a retenu de tout ça, c'est qu'évidemment, le financement nous a permis un déploiement massif et rapide du projet qu'on avait mis en branle l'an passé. Ça nous a permis aussi de constater que les responsables de garde ont pris conscience de l'importance de faire bouger les enfants davantage, mais aussi, oui, les faire bouger, mais l'objectif était à nouveau de faciliter une transition harmonieuse vers l'école. Donc, on est toujours dans cette optique-là. À la commission scolaire de Portneuf, le directeur général Luc Galvani, en poste depuis le 3 avril 2017, il y a donc un an, a annoncé au dernier conseil des commissaires qu'il démissionne de ses fonctions pour des raisons personnelles et familiales. M. Galvani quittera officiellement le 8 juin prochain et retournera à Trois-Rivières au sein de la commission scolaire Chemin du Roi. Luc Galvani avait été recruté 3 mois après l'annonce à la retraite de Jean-Pierre Soucy comme directeur général de la commission scolaire. C'est son adjointe, Mme Monique Delisle, qui prendra l'intérim jusqu'à l'embauche d'un autre directeur général dont le poste sera affiché sous peu. Selon le président de la commission scolaire de Portneuf, David Montminy, on vise l'embauche d'un nouveau directeur général avant la prochaine rentrée scolaire de septembre. De plus, soulignons que Mme Monique Delisle prendra sa retraite au cours de la prochaine année. Parmi les principaux dossiers en cours actuellement à la commission scolaire de Portneuf, notons le projet d'agrandissement de l'école primaire Personnage à Pont-Rouge. Des rencontres sont prévues sous peu et le président David Montminy a bon espoir d'une annonce positive et une enveloppe du ministère de l'Éducation du Québec pour ce projet important à Pont-Rouge. De plus, selon M. Montminy, l'entente entre la commission scolaire de Portneuf et la ville de Donnacona dans le projet du futur centre aquatique à côté de l'Aréna devrait être signé d'ici les prochains jours ou prochaines semaines. La commission scolaire devait, entre autres, céder une portion de terrain à la ville de Donnacona et s'entendre sur un partage des services et des infrastructures pour les élèves et les citoyens. La 4e édition du Salon Nature Portneuf se tient ce vendredi, samedi et dimanche à l'Aréna de Saint-Raymond. L'ouverture officielle est prévue vers 16h ce vendredi, suivi du lancement de l'édition 2018-2019 du magazine touristique de Portneuf par les gens de la MRC et du tourisme portneuvois. L'expert en chasse et pêche au Québec, chroniqueur et conférencier, homme d'affaires, Stéphane Monette a accepté la présidence d'honneur de ce rendez-vous Nature Portneuf. Il est avec nous en studio avec son collègue André Gervin. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane et André. Oui, c'est un plaisir. Merci d'être avec nous. Vous êtes plutôt dans la région de Montréal. On est plus dans l'ouest. Moi, je suis dans la région de Mont-Tremblant. Oui. Terrebonne. Est-ce qu'il y a autant de neige qu'ici, j'imagine? Même affaire. Lui, non, lui, il mène il faut croire qu'il mène une meilleure vie que nous autres. Fait que c'est juste ça, là. Oui, hein? Stéphane, vous êtes spécialisé surtout dans la chasse aux orignaux? Au gros gibier. Au gros gibier. On touche le gros gibier. Puis mon territoire de prédilection, c'est Portneuf. Ah oui. Parce que ça fait longtemps que je chasse ici. Ça va faire quasiment 8 ans maintenant qu'on chasse la région. Fait qu'on fait l'orignal, on fait le chevreuil, on fait beaucoup d'ours. C'est une des plus belles régions que j'ai trouvées pour la province, faire de la chasse à l'ours. Ah oui. Fait que c'est un grand plaisir là, encore d'être là. La ZEC à Rivière-à-Pierre. On fait la ZEC, on fait la réserve faunique, on fait les territoires publics. Fait qu'on a bien du plaisir. C'est comme un deuxième chez nous, là, revenir à Portneuf. Ah oui. Fait que c'est bien le fun. On est bien content d'être là cette année. André, c'est plutôt la pêche, chasse, mais pêche ou... Ouais, je me promène un peu partout. C'est la pêche beaucoup. Je fais un peu de chasse également, mais mettons, le gros pourcentage, c'est la pêche. OK. Pêchez quoi, en général? Tous les poissons possibles. André, tout ce qu'il peut voir qui nage en dessous de l'eau, il les a tous essayés au Québec. Il les connaît tous. Il y a des poissons qu'on ne doutait même pas qu'ils existaient, puis il les a attrapés. Fait que c'est une bonne référence. Oh, ça dépend de la journée, ça dépend de plein. La pêche, c'est ça qui est la beauté là-dedans. Ouais. Ça dépend des conditions atmosphériques, ça dépend de plein de facteurs. Tu sais que ça va être un bon pêcheur, il ne veut pas donner ses trucs. On va le tordre au salon. Il y a une conférence, là, quand même.
au salon. Il ne laisse pas ça comme ça. Au salon, je dévoile des trucs parce que j'ai expérimenté plein de trucs cet hiver. À cause de la réglementation des poissons à pas. Ouais. Fait qu'il a fallu s'adapter cet hiver. Puis je donne plein de conseils à ce sujet-là, justement. Oui. Stéphane, les 3 plus grandes qualités pour être un excellent chasseur, ça serait quoi? Je ne dirais pas être menteur parce que je le sais au pêcheur. Mais moi, je vous dirais c'est la patience, la persévérance, puis être prévoyant. Je pense que quand on dit d'être prévoyant, moi, mon mot fétiche, c'est la prospection. Donc, être capable d'aller voir avant, d'étudier le gibier, de voir comment est-ce qu'il se comporte, c'est une grosse partie de la réussite de la chasse. Parce que depuis qu'on a découvert ça, qu'on peut prospecter beaucoup, ben on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de chasser longtemps. Donc, la préparation est beaucoup plus importante, à mon avis, que juste faire la chasse, d'arriver le vendredi soir puis rentrer dans le bois le samedi. Je pense que la prospection, c'est vraiment... Il n'y a pas 3 qualités. Je pense qu'il y en a vraiment une. Puis je pense, dans mon cas, en tout cas, c'est celle-là. Fait que on va en parler justement en fin de semaine. Est-ce que vous privilégiez les armes avec projectiles ou là, je suis comme André, par exemple. J'ai fait tout. J'ai tout. Moi, je chasse. J'ai toujours eu comme principe, j'aime tellement la chasse. Je vais prendre l'arme qui va me permettre, qui va être la plus efficace dans la saison où est-ce que je vais aller. Donc, je vais utiliser autant l'arc, l'arbalète, les armes à feu. Je dois vous avouer que j'ai une bonne formation à l'arc. J'aime beaucoup chasser à l'arc. Fait que je vous dirais que c'est ça là, qui a fait mon background. Puis de chasser à l'arc, ça nous ramène, il faut voir les gibiers proches, il faut raffiner nos techniques. Puis c'est de là que ça en est venu à être tellement apprendre sur le gibier. On a parti à une entreprise là-dedans, puis on est rendu là-dedans maintenant. On a l'impression d'avoir plus de sang amérindien que de sang européen. Oui, ça c'est drôle, j'ai déjà fait ça, donner des cours aux Indiens pour aller à la chasse. C'est une autre affaire, là. C'est une autre affaire. C'est un autre débat. Vous, justement, vous êtes un homme d'affaires parce qu'à votre ferme, en fait, vous produisez... On est spécialisé dans la production de leurre de chasse. De leurre de chasse. Ça veut dire tout ce qui est neutralisation des odeurs, puis que ça passe par les savons, les neutralisants, parce que maintenant on a des liquides qui vont neutraliser les odeurs, parce que plus qu'on contrôle nos odeurs, plus qu'on peut s'approcher des gibiers, puis c'est ça le but, de ne pas se faire détecter, parce que la plupart des gibiers qu'on chasse, c'est des proies. Fait qu'on est un prédateur, fait qu'il faut faire attention, c'est la première chose. Puis après ça, on tombe dans les leurres. Mais les leurres, il y a 2 sortes de leurres, les leurres sexuelles ou les leurres de nourriture, ce qu'on appelle, là, pour pouvoir les attirer par la bédaine, par le ventre, pour les venir manger. On s'est spécialisé là-dedans. Le gros de l'entreprise a parti avec un élevage de chevreuil pour la récolte d'urine puis vente de l'urine. Mais je vous dirais que maintenant, on est à 95% dans le synthétique. Puis on travaille beaucoup. Donc, vous avez des laboratoires? Absolument. On travaille en laboratoire. Oui, absolument. C'est mon travail, ça, moi, de travailler conjointement avec les chercheurs. Pour trouver des molécules efficaces. Exactement. Qui durent plus longtemps, j'imagine. Dure plus longtemps, c'est plus efficace, ça se détériore pas par les enzymes. Fait que c'est des produits qui sont, moi, je trouve, depuis qu'on est dans le synthétique, je vous dirais d'à peu près depuis 5 ans, ça a complètement changé la façon de chasser. Est-ce que c'est récent comme technologie? Pas bien. Je vous dirais, on est les c'est le fun que vous me parlez de ça. On est après développé avec les États-Unis parce qu'on est classé dans les pionniers là-dedans. D'arriver avec de quoi vraiment synthétique qui se rapproche très près de la réalité des gibiers, de l'urine, mettons, ou les phéromones, toutes ces choses-là. On est les seuls à avoir découvert ça, ce genre de phéromones-là, pour pouvoir attirer le gibier. Fait que non, ça va bien, puis c'est le fun. On est vraiment, on va donner une tape dans le dos, là, comme on dit, là, on est précurseur là-dedans. Vraiment. André, au niveau des leurres, au niveau de la pêche, est-ce que ça évolue? Ça évolue énormément. D'ailleurs, il y a un nouveau leurre que la ferme Monette a fait, que j'ai expérimenté cet hiver beaucoup. C'est le Ménox, que je vais en parler en fin de semaine. C'est un leurre c'est un méné, puis c'est un leurre olfactif, donc il y a une odeur. La particularité de ce leurre-là, c'est que c'est vraiment une imitation de méné. C'est incroyable, c'est pareil. Et cet hiver, c'est ce que je vais parler, c'est qu'avec les poissons, les ménés morts, ça se défaisait beaucoup, ça se déchirait. Avec les ménox, c'est un leurre qui est en silicone. On rajoute le leurre olfactif dessus. Fait que quand le poisson vient attaquer, le leurre, il se démolit pas, puis on a vraiment un ferrage solide comparativement aux ménés morts qu'on a vécu cet hiver. Puis là, pour la saison du printemps qui va arriver, pour tout le monde là, dans la région, on est dans la pêche de la toute mouchetée beaucoup. Ça va être de quoi qui va faire probablement une différence parce que comme on a testé l'an passé, c'est vraiment, ça fait partie de l'alimentation des truites. On a pensé à ça. Fait qu'on pense qu'on a bien hâte d'arriver. On l'a sorti surtout pour la pêche à la glace, mais on s'est aperçu qu'il y a une frénésie en entour de cette leurre-là, comme André parle, puis qu'on va pouvoir essayer au printemps. Puis, mais on est sûr, quand les gens vont le voir, là, André, il a amené un setup pour montrer au salon. C'est hallucinant. À peine un pied, on se demande si c'est un vrai ou c'est pas un vrai. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, il y a beaucoup de recherche quand même et de développement dans
secteur de la chasse et de la pêche C'est en pleine ébullition, en pleine ébullition. Parce que la chasse aussi augmente de plus en plus? Le gouvernement nous dit qu'ils vendent moins de permis. Ouais. Par contre, dans notre cas, les médias sociaux sont inondés de gens. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui délaissent les fameux problèmes d'ordinateur qu'on voit. Fait on fait notre travail d'essayer d'initier la relève. Donc, je ne sais pas, on voit qu'il y a beaucoup de chasseurs. Le problème des permis, c'est une autre affaire probablement, l'augmentation des prix et tout ça. Mais on trouve que l'industrie va très, très bien. Puis c'est pour ça qu'on réussit à faire nos recherches. Oui, vous êtes à Saint-Raymond, donc on a Portneuf pour la fin de semaine. Vous allez donner une conférence ce samedi, on en a vendredi soir, on en a samedi et dimanche. André prend le volet pêche. Oui. Moi, j'ai une partie volet chasse où est-ce que j'amène des nouvelles technologies. Ce qu'on va parler, vous avez jamais entendu parler, c'est frais. Okay. J'ai fait ça juste pour le salon. On a Martin Bourget qui est connu aussi dans la région de Québec avec son émission à Télémag. Il est avec Aventure Chasse et Pêche, que lui parle des odeurs, ce qu'on parlait justement tantôt, le contrôle des odeurs. Puis on a Stéphane Parent qui est conférencier aussi, qui travaille avec nous autres à la Ferme Monette. C'est mon bras droit, là, ça fait depuis longtemps. Lui va parler d'installation des salines. On va montrer les différences des salines, tout ça. Ça va tout se faire live directement au salon. Puis ce qui est légalement, que les gens peuvent venir nous voir entre les conférences, peuvent venir nous parler. On est là pour jaser en fin de semaine. Super. Donc, vendredi soir, samedi, dimanche, la journée. Alors, Stéphane Monette et André Gervais, merci. Merci à vous. On invite les gens à venir nous voir. Merci. Super. Le service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a annoncé ce jeudi matin que les pompiers sont maintenant équipés de masques à oxygène adaptés pour les animaux, particulièrement les chiens et les chats. Ces nouveaux équipements pourront desservir les populations de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac et le lac Saint-Joseph. Ce sont les deux vétérinaires de la nouvelle clinique vétérinaire Fossambeau qui a ouvert ses portes il y a à peine 2 mois. Les docteurs Stéphanie Gravel et Judy Anne Lapointe qui ont fait don de ces 2 ensembles de 3 masques à oxygène à la demande du lieutenant Étienne Labonté, premier répondant et prévention au service de protection contre les incendies dans le cadre d'un programme qu'on appelle Réanimo 2. Ces masques peuvent faire toute la différence pour l'animal qui a respiré la fumée. Écoutons la vétérinaire Stéphanie Gravel. Les animaux, c'est comme les humains, ça inspire de la fumée, ça inspire beaucoup de déchets de combustion, dont le monoxyde de carbone qui, en se liant à l'hémoglobine, va aller chasser l'oxygène des globules rouges et ça les déprive lourdement d'oxygène. Sans oxygène, on ne peut pas survivre longtemps. Donc, la démarche qu'on propose aux pompiers, c'est une fois qu'ils ont un animal, il semble amorphe, abattu, il manque de vigueur, c'est de lui mettre un masque à oxygène sur le museau. Avec les 3 types de masques à oxygène, on en a un plus petit qui s'adresse plus aux chats, on en a un moyen qui s'adresse aux chiens de moyenne taille et un plus grand qui s'adresse aux chiens de grande taille comme Coach et même plus grand que lui. Avec ce masque-là, on lui donne de l'oxygène pendant un bon 4 à 5 minutes avec des débits qui sont très similaires à ce que vous donnez à un humain. Après 4 ou 5 minutes, si on voit que le chien reprend de la vigueur, il a des très bonnes chances de s'en sortir. On recommande quand même au propriétaire d'aller consulter son vétérinaire suite à votre intervention d'oxygène, mais ça lui donne une très bonne chance de survie. De plus, les 2 vétérinaires proposent de mettre à vue dans le coin d'une fenêtre, par exemple, un papier autocollant qui permettra aux pompiers de savoir le nombre de chiens et de chats qu'on retrouve dans la résidence lors d'un sinistre. Depuis le lancement du programme Réanimo 2 en avril 2006, près de 500 masques ont été distribués au Québec, couvrant quelques 160 municipalités. Après la pause, les actualités culturelles avec Odile et notre invité Jean Cloutier.
Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. On débute par les 15 ans du FFPE. Oui, le 15e Festival de films pour l'environnement débute officiellement ce vendredi 20 avril et se poursuivra jusqu'au 28 avril. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio le vice-président de Rendez-vous culturel Saint-Casimir et aussi aubergiste coordonnateur au développement de l'auberge du couvent de Saint-Casimir, Jean Cloutier. Bienvenue en studio. Bonsoir, Jean. Alors, pour commencer, j'aimerais ça peut-être qu'on parle des événements les plus importants. Là, les événements forts de cette année au Festival du film, ça serait quoi? Bien, c'est sûr que c'est l'ouverture, parce qu'on fête le 15e. Il y aura célébration en présence de notre président d'honneur, Jean Lemire, qui avait été un de ceux qui avait eu le plus grand succès au cours des 15 dernières années. Donc, on a pensé à lui tout de suite. Quand c'est accepté, c'était la fête, puisque c'est un ambassadeur de l'environnement. Il voyage beaucoup à travers le monde. On connaît beaucoup ses recherches qu'il a fait et ses images uniques au monde, en fait. Et il nous a réservé quelque chose qu'il n'a jamais présenté ailleurs. Et ça sera samedi soir, en fait. Mais à l'ouverture, j'entendais les chasseurs, on a le film Québec profond. Oui. Notre marraine, Geneviève Bilodeau, qui est notre marraine depuis 15 ans, avec son conjoint, ils ont réalisé un film superbe. On va voir justement des poissons que nos pêcheurs pêchent. On va les voir vivants sur des images. Des poissons qu'on n'a jamais vus, qu'on ne peut pas soupçonner que dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est le genre de découverte qu'on peut faire. C'est vraiment axé sur le fleuve. Oui, ce film, vendredi soir, c'est une première mondiale. Donc, on est touché que notre marraine nous a choisi pour lancer son film avec son conjoint. C'est bien. Ensuite, il y a d'autres films, évidemment, tout le long du festival. Comparativement aux autres années, il n'y a pas vraiment de compétition, par exemple, c'est ça? Oui, la vraie compétition, c'est le public qui va en être le juge. Donc, le seul prix qu'on va remettre, c'est le prix du grand public. Donc, on invite les gens à venir en grand nombre voir les films vendredi soir, samedi soir, dimanche. C'est surtout les fins de semaine qu'on a des présentations avec des films uniques qui n'ont jamais été présentés ailleurs. Donc, ça, c'est assez intéressant qu'il y aura des prix à gagner aussi pour ceux qui participent à ce vote. Donc, on invite les gens à venir voir ces films. Mais un moment fort aussi du festival sera certainement le film En marche, réalisé par des gens de Saint-Raymond. Étienne Beaumont et donc Philippe. J'ai hâte, c'est une belle cause de vouloir faire ce genre de choses avec des gens qui sont en réinsertion professionnelle. C'est intéressant. Donc, ce qui est intéressant au festival, en fait, plus que les films, je dirais, parce que moi, c'est ce qui m'a amené de Québec à l'époque à découvrir, c'est de pouvoir rencontrer les réalisateurs puis de poser des questions après. Je me suis retrouvé à animer, c'est en l'absence de notre marraine, Geneviève Bilodeau, qui est la numéro 1 animatrice, mais quand elle n'est pas là, moi, on m'a offert d'animer et j'aime beaucoup. Les gens viennent poser des questions, on peut vraiment, que ce soit pour apprendre à faire des films ou sur le contenu ou sur les causes environnementales qui sont associées des fois, qu'on peut comprendre que le film d'ouverture Québec profond veut parler de la beauté du fleuve, mais dans ses profondeurs. On peut comprendre que Jean Lemire va nous parler des ours polaires qui cherchent des glaces, on les voit nager. Donc, il y a des films comme ça qui sont vraiment... il y a l'ONF qui, à chaque année, depuis le début, est associé au festival, présente vendredi soir, le 27 avril, un film Thon rouge, donc encore une fois axé sur les poissons. Mais on a un invité important cette année, c'est peut-être pas connu, mais le président général de l'UPA, Marcel Gaulot, vient comme conférencier sous la présidence d'honneur du préfet de la MRC, M. Bernard Gaudreau. Et on a aussi M. Hébert, agricole, qui est président régional de Portneuf, qui a gagné des prix de la relève, M. Hébert. Et puis on pourra goûter à son bon cidre à l'ouverture. Qui est à la SAQ, ce qui est quand même déjà... je suis allé pour en acheter, puis il n'en restait plus. Donc, il faut dire qu'il y a du succès. Et bon, donc, il y a plein de surprises aussi. Ça, c'est le jeudi, en fait, 26. Là, oui, le 26, oui, tout à fait. Pour ces conférences. Oui, et donc, le samedi, on a aussi des films très intéressants qui vont nous parler... vous avez sûrement entendu parler du phénomène de bras de fer, en fait, du phénomène à Québec, dans le port de Québec, la fameuse poussière. Bien, on suit pendant 5 ans, les frères Seaborn, Jonathan et Jean-Laurence, suivent Véronique Lalande pendant 5 ans,
tout ce cheminement de combat citoyen. Alors, moi, c'est un film qui m'a beaucoup ému parce que j'avais eu la chance de rencontrer Véronique puis de participer à quelques manifestations. Et là, de voir que les gens l'ont suivi, c'est très émouvant. Puis, je vous donne le punch de la fin, avant sa maison. Mais si on veut voir tout ce qui a entraîné la vente de sa maison, je pense que ça vaut la peine. Et ils seront sur place, les frères Seaborn et Véronique Lalande aussi. Donc, c'est des belles rencontres. Un festival, c'est différent que d'aller au cinéma. C'est qu'on peut voir des gens de cinéma. Mais moi, ce que je préfère le plus, puis que vraiment, il faut vraiment y aller, c'est le samedi soir. C'est le Kino Cabaret Saint-Casimir. Depuis tout le début, il y a des jeunes qui viennent et des moins jeunes réaliser des films en collaboration. Des gens qui n'ont jamais fait de films peuvent se joindre à des gens qui, eux, le font professionnellement. Et cette année, on va probablement battre le record de participation. De participation. Plus d'une cinquantaine de personnes sont attendues. C'est beaucoup. Et ça, c'est une façon de voir des gens de Saint-Casimir dans les films. Et même, des fois, on se rend jusqu'à Saint-Raymond. Soyez pas surpris si à partir de jeudi 10h, jeudi le 26, jusqu'à samedi, dans les caméramans qui se promènent. Qui se promènent. Et si vous voulez voir ces films-là, qui sont vraiment le lancement de quelque chose, parce que le reste de l'année, ces films-là sont diffusés à travers le monde. Même moi, j'en ai amené quelques-uns à l'étranger. Et donc, c'est une façon de montrer des images de Portneuf au reste du monde d'une manière souvent humoristique, des fois dramatique. Hein? Il y a des films d'horreur. Moi, je me suis retrouvé à être broyé dans une toilette sèche l'année passée. Donc, je ne savais pas. Moi, on me demande d'acquitter. Comme ça, je vais rendre service, mais quand on voit le résultat des films, c'est des belles surprises. Et tout ça, ça se passe justement à la production à l'Auberge du Couvent. Oui. La chapelle est réservée. C'est familial, ça devient un studio de cinéma. Intense. Et si vous voulez voir ça, donc c'est samedi soir, puis ça se trouve à terminer le festival d'une belle manière où on voit les réalisations locales avec du monde de la région. Donc, c'est vraiment intéressant. Et peut-être rapidement... Oui, en fin de semaine, là, pour que les gens s'en rappellent, c'est quoi qu'il y a vraiment en fin de semaine? Oui, donc En Marche, samedi après-midi, si vous voulez voir Étienne Beaumont et M. Jobin, ils vont répondre à vos questions. Il faut aussi penser que dimanche, ceux qui ont plus la fibre développement international, Pascal Géna, le fils de Caratien Géna, qui était 30 ans réalisateur de reportages à découverte, nous présente un film d'un monsieur de Donnacona, monsieur Raymond de Donnacona, qui vit en Indonésie. Donc, on voit tout ce qu'il peut faire pour aider ces gens-là qui sont sur une île, l'île de Flores, où on mélange les musulmans et les chrétiens. Il y a de belles choses à voir là-dessus. Et il y a associé à ce projet, il y a une exposition de photos qu'on peut voir dès l'ouverture. Donc, dès vendredi. À l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville, vous allez voir une vingtaine de photos immenses. Juste ça vaut le déplacement pour voir ces photos qui ont été faites en Indonésie pour justement une cause qui est reliée au développement international. Alors, merci beaucoup. Et on peut consulter aussi le site web. Oui, allez sur le site parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Merci beaucoup, Jean. Merci, Jean. Bon festival. Merci. Merci. Odile, des jeunes de chez nous qui ont fait, en fait, un bon bout de chemin à secondaire en spectacle. Oui, alors, il y a 150 artistes, techniciens, animateurs, organisateurs et maîtres de cérémonie de niveau secondaire qui ont participé les 10, 11 et 12 avril dernier au final régional de secondaire en spectacle de la région de la Capitale-Nationale, au Cégep Limoilou. Puis, là-dessus, évidemment, il y avait des gens de Portneuf, je vais revenir dessus à la fin. Alors, les jeunes ont pu se présenter devant 1000 spectateurs durant les 3 soirs, ce qui est quand même bien. Et 22 écoles secondaires de la région de la Capitale-Nationale ont adhéré au programme cette année. Et donc, plusieurs centaines d'élèves passionnés des arts et de la scène ont pris part au programme. Le 12 avril, c'était Portneuf qui était là puisque c'était la région. Et était bien représenté puisque Maëlie Paquette et Annabelle Delille, des élèves quand même de première secondaire, ont animé la soirée, durant laquelle l'école secondaire Saint-Marc s'est démarquée puisque l'équipe dont on avait déjà parlé a remporté la première place dans la catégorie interprétation. Donc, c'est Tristan Douville, Alex Grandbois, Olivier Lacaire et Billy Paquette avec leur interprétation de Le Vieux dans le bas du fleuve de Gaston Mandeville. Et voici un extrait du moment où ils ont appris la nouvelle. Encore une fois, dans la catégorie interprétation, le premier prix est remis à de l'école secondaire Saint-Marc, le vieux du bord du fleuve, donc Gaston de Mandeville, Tristan Douville, Alex Gaudin.
Olivier Labray et Billy Paquin. Et il y a aussi une autre jeune, mais de Saint-Raymond cette fois, qui a remporté le prix de la jeune technicienne, et c'est Juliette Gagnon. L'équipe technique a remis ce prix-là parmi tous ceux qui ont participé sur les 3 soirs confondus. Donc, puis Juliette avait remporté ce prix-là aussi l'an dernier, lors de sa première participation à Secondaire en spectacle. Alors, on a aussi un extrait de la remise du prix. Donc, nous allons poursuivre avec le prix Jeune technicien. Le prix Jeune technicien est remis, en fait, par l'équipe technique du Cégep de Limoilou. Donc, c'est un technicien qui se démarque par sa rapidité, son efficacité, son efficience et qui, en fait, travaille comme un pro. Donc, l'équipe technique est fière de remettre le prix. Je vais d'ailleurs inviter M. Alex Barbeau, directeur technique du Cégep, pour la photo. Le prix est donc remis à Juliette Gagnon de l'école Louis-Jobin. Et c'est pas fini tout ça parce que les premières positions des catégories création et interprétation vont se produire maintenant lors du rendez-vous pan-québécois qui va être présenté à la Malbaie du 17 au 20 mai prochain. Alors, les techniciens gagnants participeront aussi à cet événement-là. C'est très important. C'est une grande fête où 1000 jeunes participants vont se réunir, vont entrer en contact avec des personnalités du domaine culturel en se produisant dans un contexte professionnel aussi. Et à ce stade-là, c'est plus une compétition, c'est simplement une grande fête. Alors, on félicite les gagnants du comté et on leur souhaite de vivre une belle expérience à la Malbaie au mois prochain, au mois de mai prochain, oui. Bien sûr. C'est un beau programme, ça, Secondaire en spectacle. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui finissent par faire ça dans la vie. Hein. Tout à fait. Tu nous parles maintenant de spectacles du côté dans Port-Neuf au mois d'avril. Oui, il y en a beaucoup. Alors, ce samedi 21 avril à 19h30, la sapristie du relais de la Pointe des Écureuils reçoit Va-et-Vient, un trio franco-américain du Vermont. Alors, ce groupe sillonne la Nouvelle-Angleterre et le Québec depuis 2001. À travers leur voyage, ces musiciennes développent leur répertoire vaste de musique française, québécoise, cajun et créole. La première partie du spectacle est assurée par le Rêve de Chevriquet, un duo portnevois qui veut partager un héritage musical traditionnel transmis par les musiciens et musiciennes du comté de Portneuf à travers les années. Ce groupe est formé de Gaëtan Morissette et Gaëtan Lefebvre et il s'intéresse particulièrement à la musique irlandaise. Les billets sont en vente 10 $ en pré-vente ou 15 $ à la porte. Et pour plus de détails, vous n'avez qu'à aller sur la page Facebook Le Relais de la Pointe des Écureuils. Toujours le 21 avril, il y a les Somnifrères qu'on va apprendre à connaître bientôt. Ce sont les fils de Mesmer. On se demande pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Alors, ils sont au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières et les billets sont en vente au coût de 25 $. Pour plus d'infos, vous allez sur le site web Ville-Saint-Marc en écrivant ST. Et le spectacle que donnent les Cowboys fringants à la taverne le vendredi 20 avril affiche déjà complet. Alors, il va se passer toutes sortes de choses à Saint-Casimir en fin de semaine. Alors, le prochain rendez-vous, c'est mon oncle Serge le samedi 28 avril. Alors, pour son nouveau spectacle, mon oncle Serge reprend sa basse électrique et se remet au rock. Alors, outre les airs pas catholiques de son récent album Révolution conservatrice, l'oncle chantera une sélection de ses succès du bon vieux temps. Alors, n'oubliez pas votre imperméable qu'on dit à la taverne, car on annonce une pluie de hits. Alors, pour l'achat des billets, c'est au coût de 23 $ en pré-vente et 28 $ à l'entrée. Alors, pour savoir plus de choses à ce sujet, il faut se rendre sur la page Facebook, toujours la taverne. Il y a aussi le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé qui présente son concert bénéfice annuel jeudi 26 avril prochain à 19h30 à l'église de Cap-Santé. C'est une chorale de 134 étudiants du Central Box South School de Warrington, près de Philadelphie. Ils font du chant choral, de musique sacrée et populaire. Alors, oui, ça doit être assez impressionnant. On les voit, ils sont nombreux, ça doit être très beau. Le prix d'entrée est de 18 $ en pré-vente et 20 $ à la porte. C'est gratuit pour les 12 ans et moins. Il y a plusieurs points de vente pour les billets dans différentes villes du comté. Pour les connaître, vous pouvez aller sur le site web Cap-Santé. C'est un petit peu difficile à trouver, mais on peut finir par trouver l'affiche. Et là, on a tous les points de vente. Je ne les nommerai pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà.
Un atelier maintenant qui peut être bien utile à Deschambault-Grondines. Oui, le printemps s'installe en fin de semaine à ce qui paraît. Donc, c'est le temps de penser à l'entretien de sa maison et des ateliers sont offerts pour l'entretien et la restauration des fenêtres anciennes. Il va y avoir des démonstrations, des travaux pratiques qui vont permettre aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires pour restaurer des vieilles fenêtres. Alors, décapage, grattage, sablage, etc. Les participants doivent fournir certains équipements ou outils, comme par exemple un petit grattoir, un bloc à sabler, et peuvent apporter une fenêtre pour entreprendre les travaux qu'ils veulent faire dessus et recevoir des conseils adaptés. Alors, ça a lieu à l'atelier d'ébénisterie sur la rue Chavigny à Deschambault-Grondines. C'est juste à côté du moulin de la Chevrotière. Et c'est samedi le 5 mai de 8h à midi. Alors, pour plus d'informations sur les coûts et le matériel nécessaire, parce que je n'ai pas tout nommé, il faut aller sur la page Facebook de Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines et fouiller un peu parce que la publication date du 13 avril quand même. OK. Et en terminant, quelques rappels. Alors, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 27 avril, 16h, pour envoyer votre dossier si vous voulez participer à l'atelier de chansons avec Luc Plamondon qui va avoir lieu le 31 juillet 1er et 2 août. Pour en savoir plus, encore une fois, allez sur maisonplamondon.com ou sur la page Facebook La Maison Plamondon. Vous avez jusqu'au 27 avril, 17h, la même journée, mais cette fois-là pour donner le coup de pouce à James Labrie pour l'aider à gagner le prix Coup de cœur du public Desjardins. On peut aller voter sur la page Facebook Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec et sélectionner le prix Coup de cœur du public Desjardins. D'ailleurs, vous pouvez aller voter tous les jours. J'ai appris ça récemment, donc gênez-vous pas d'ici la date. Et pour finir, je rappelle que Mick Landry va tourner son premier long métrage, La gang des exclus, les 19 et 20 mai prochains à l'école secondaire de Donnacona. Et l'équipe de production cherche des étudiants de cette école pour y participer comme comédien, figurant ou technicien. Aucune expérience n'est requise, mais il y aura des auditions préliminaires. Alors, pour plus d'infos, vous contactez Mick Landry sur sa page Facebook. Et voilà, ça fait le tour de ce qui se passe dans le coin. Merci, Odile. Merci. Alors, d'autres nouvelles après la pause. Ce mercredi soir, 18 avril, la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond présentait la première édition du gala Le Sommet au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Ce gala reconnaissance comptait 7 catégories. Le public était invité à voter pour l'une ou l'autre des 7 entreprises finalistes de la catégorie Le Populaire. Ainsi, dans la catégorie L'Essentiel, l'entreprise gagnante est Charbon de Bois-Feuille d'Érable. Dans la catégorie Le Draveur, Morgane Communication, qui publie entre autres Info, Portneuf et Le Martinet. Dans la catégorie Le Charme, l'entreprise gagnante est Au Chalet en Boiron. Dans la catégorie Le Soutien de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, La Clé de Sol. Dans la catégorie Le Roc, Richard Côté, Construction Côté et Fils. Et finalement, dans la catégorie L'Actuel, c'est l'entreprise Stella Kona Aventure qui a été choisie donc par les membres du jury. L'homme fort et ambassadeur du groupe BMR depuis 2010, Hugo Girard, sera à Saint-Raymond le samedi 28 avril prochain à la quincaillerie Paulin-Moisan dans le cadre d'une fête pour souligner le changement de bannière. Hugo Girard signera des autographes et parlera de ses passions entre 10h et 14h. Un party hot dog est prévu entre 11h et 13h et la mascotte Vice le Pic amusera les enfants. Hugo Girard, âgé de 46 ans, est natif de Portneuf-sur-Mer, sur la Côte-Nord. Il a été sacré l'homme le plus fort du monde à l'âge de 31 ans en remportant la super série IFSA, l'International Federation of Street Athletes. Parmi ses nombreux exploits, il a notamment tiré un Boeing 737 de 80 tonnes sur une distance de 100 pieds en seulement 43 secondes. L'homme de 6 pieds 2 pouces et pesant 330 livres est dévoué au sport et à la santé. Hugo Girard, donc, se fera un plaisir de vous rencontrer le samedi 28 avril de 10h à 14h à la quincaillerie Paulin-Moisan à Saint-Raymond, membre du groupe BMR. On dit aussi que les 400 premiers clients recevront une surprise avec achat. Et un petit mot pour vous dire que TELaide Québec, un organisme communautaire voué à l'écoute téléphonique, revient pour une 3e année avec sa proposition de faire du 24 avril la journée de l'écoute. Il s'agit d'une journée consacrée à l'importance d'être à l'écoute de l'autre
entre amis, en famille ou en milieu de travail. Pour souligner cette journée d'écoute, TELaide gardera ses lignes d'écoute téléphonique ouvertes toute la journée du 24 avril sans interruption. TELaide Québec souhaite ainsi sensibiliser la population à l'importance d'être à l'écoute des personnes que l'on côtoie. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Odile, merci à Stéphane et Philippe à la régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. On se laisse avec les images du spectacle de ballet jazz qui avait lieu à l'école Marie du Saint-Sacrement à Saint-Léonard en fin de semaine dernière. Bonne semaine!